Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui peut paraître complexe, mais qui est absolument essentiel. Les règles de gouvernance du fameux Code des sociétés et des associations, le CSA, surtout pour les ASBL du secteur de la santé en Belgique. C'est un sujet incontournable pour toute personne impliquée dans l'administration de ces structures. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi faut-il vraiment s'inquiéter de ces règles? Quels sont concrètement les risques pour les administrateurs? Et pourquoi la conformité est-elle si critique? Eh bien voilà, le message est on ne peut plus clair. Le non-respect des règles, ça peut aller très loin. On parle ici de la responsabilité civile d'un administrateur, qui peut être engagé sur son propre patrimoine. Ce n'est pas juste une menace en l'air, c'est une conséquence bien réelle, inscrite dans la loi. Et le risque n'est pas seulement personnel, loin de là, c'est l'institution elle-même qui est sur la sellette. Imaginez des sanctions administratives qui peuvent grimper jusqu'à plusieurs millions d'euros. C'est tout simplement un coût qui pourrait être fatal pour n'importe quelle organisation. Et ce n'est pas tout. Au-delà de l'aspect financier, il y a le risque pénal. Pour les manquements les plus graves, notamment ceux qui touchent à la sécurité, on bascule carrément dans le domaine criminel. Bon, d'accord, les risques sont énormes. Mais alors pourquoi est-ce si compliqué de tout respecter? Tout simplement parce que les administrateurs doivent naviguer dans ce qui ressemble à un véritable labyrinthe de normes. Ce labyrinthe, il a quand même une structure, une sorte de pyramide à 3 niveaux. Tout en haut, on a l'Europe, avec ses traités et ses directives. Ensuite, ces règles européennes sont traduites dans le droit fédéral belge. Et enfin, les régions et les communautés viennent ajouter leur propre couche de réglementation. Il faut jongler avec tout ça, chaque échelon est important. Voyons maintenant comment tout ce cadre juridique se traduit en obligations très concrètes. On peut les regrouper en 4 grands piliers, 4 devoirs fondamentaux que tout conseil d'administration doit maîtriser. Le premier pilier, c'est l'organisation. Ici, la bonne volonté ne suffit pas du tout. Il faut construire un vrai système, mettre en place des procédures claires, désigner des responsables et bien sûr allouer les moyens nécessaires. Bref, la conformité, ça se gère activement. Deuxième pilier, la documentation. La règle d'or est simple mais implacable. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Il faut une trace de tout, une preuve écrite des démarches entreprises. C'est cette paperasse qui sera la meilleure défense en cas de contrôle. Troisième devoir, le reporting. Il s'agit de communiquer les bonnes informations aux autorités. Et là, attention, le diable se cache vraiment dans les détails. Il faut fournir les bonnes données, dans le bon format, et surtout respecter les délais. La ponctualité n'est pas une option, c'est une obligation. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la formation. Parce que la conformité, ce n'est pas seulement l'affaire du conseil d'administration. Il est crucial que chaque membre du personnel connaisse les règles qui le concernent et surtout qu'il sache comment les appliquer dans son travail de tous les jours. D'accord, on a vu les devoirs. Mais que se passe-t-il si, malgré tout, ces obligations ne sont pas remplies? Eh bien, les conséquences sont très structurées. On peut les voir sur 3 niveaux de responsabilité bien distincts. Ce tableau est très parlant, il résume parfaitement la situation. La responsabilité administrative, elle vise l'institution, amende, retrait d'agrément. La responsabilité civile, elle, vise directement l'administrateur et son portefeuille. Et enfin, la responsabilité pénale, la plus grave, peut viser soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. Et là, attention, c'est sans doute le point le plus important à retenir. Le CSA a bien prévu un plafond pour la responsabilité financière des administrateurs, une sorte de filet de sécurité. Sauf que ce filet disparaît complètement en cas de faute grave, c'est-à-dire une erreur vraiment inexcusable. Et là, l'exposition au risque devient illimitée. Face à de tels risques, on peut se demander comment se protéger. La réponse est claire. La meilleure, et sans doute la seule défense efficace, c'est la bonne gouvernance. C'est elle qui va servir de bouclier. Et ce bouclier, il se construit en suivant un cadre d'action très concret. C'est un cycle permanent. D'abord, surveiller l'évolution des lois. Ensuite, évaluer sa propre conformité, par exemple via des audits. Puis, mettre en place des plans d'action pour corriger ce qui ne va pas. Et enfin, documenter tout le processus. Au bout du compte, la meilleure assurance contre une mise en cause personnelle, elle est là. C'est cette approche proactive, rigoureuse et méticuleusement documentée. C'est tout simplement la défense la plus solide qui existe. Alors, si on devait retenir les points essentiels. Premièrement, la réglementation est un vrai casse-tête, dense et toujours en mouvement. Deuxièmement, ça engendre une cascade d'obligations qui sont toutes liées, avec un risque personnel bien réel pour les administrateurs. Mais l'idée la plus importante, c'est que l'enjeu va bien au-delà de la simple conformité juridique. Au fond, il s'agit de garantir la qualité et la sécurité des soins. Et ça nous laisse avec une question finale, une réflexion de fond. Est-ce que la gouvernance est vue comme une simple formalité, une case à cocher sur une liste, ou bien est-elle considérée pour ce qu'elle doit être, une garantie fondamentale, à la fois pour la mission de l'institution et pour la sécurité des personnes dont elle s'occupe ?